Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Passons à table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui j'accueille Thierry Pigot. Alors salut Thierry. Salut Alex. Alors justement entrons dans le vif du sujet et puis est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Et donc voilà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc Thierry Pigaud, je travaille donc autour de WordPress depuis à peu près 2005. Pour le côté privé, je suis un papa de deux garçons, marié, comme normal. Et côté communautaire, euh, je co-anime en fait avec Grégoire Noyel et Mathieu Viette, et de temps en temps Jenny Beaumont, la communauté WordPress sur la région parisienne. Euh, voilà. Donc c'est ma manière de contribuer un peu à la communauté, pas forcément en levant des bugs, en faisant la traduction du codex ou en développant des plugins, mais voilà, c'est plutôt promouvoir WordPress et ce qu'on peut y faire. D'accord, ok. Bah justement, parle-nous un petit peu de ces événements, parce que sûrement il doit y avoir des gens qui habitent Paris qui nous écoutent. Donc, alors qu'est-ce que vous faites exactement et où ça se situe, à quelle date, etc. Alors, nous, on anime, enfin moi, je participe à trois types de manifestations, d'événements. Donc, le premier, c'est que je co-anime un podcast aussi sur WordPress, donc avec le collectif Very French Trip. Ouais, on en avait parlé avec Grégoire dans un précédent podcast. Voilà, donc on essaie de se réunir tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines à peu près pour essayer d'avoir des invités puis de parler des sujets, pas forcément toujours autour de WordPress, on va essayer de s'élargir aussi à d'autres communautés. En parallèle, on anime des meet-up Barcamp sur Paris. Donc là, on essaie de se tenir à un rendez-vous fixe qui est à peu près toujours le dernier vendredi du mois. Donc pour l'instant, comme on n'a pas une structure associative derrière, donc on n'a pas forcément de salle, on ne peut pas louer de lieux, donc ça se passe souvent dans des lieux assez sympas, des bars ou autres. Et on est entre, on va dire, 7 et 30 personnes à peu près. Mhm. Et donc là, l'idée, au début, on était parti sur un format meet-up où on était un peu sur des mini-conférences, où les gens venaient présenter un sujet. Euh, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas un format super adapté. On est passé sur un format plus barcamp où finalement, on arrive et on définit les thématiques le jour même et c'est beaucoup plus participatif. Voilà. Et puis le dernier type d'événement auquel je participe, c'est le WordCamp Paris. Donc là, je travaille avec l'association WordPress francophone pour mettre en place cet événement-là. Donc l'an dernier, j'ai participé en tant que co-orateur et cette année, je participe en tant que co-organisateur. D'accord, ok. Pour ce qui est des dates, il n'y a rien d'officiel encore. On pensait communiquer hier, aujourd'hui sur les dates, mais finalement, il y a quelques imprévus toujours de dernière minute. Mais je ne vais pas trahir de secret en disant que ça sera sûrement le fin janvier ou plus tard Oui, début comme février. d'habitude, quoi. C'est Voilà. toujours, voilà. Mhm. Voilà. Pour le lieu, je pense qu'on va sensiblement être sur la même configuration que l'année dernière. Sauf bonne nouvelle, si on arrive à trouver un lieu plus atypique qui rentre dans l'enveloppe budgétaire. Parce que, Mhm. comme on l'a évoqué au dernier podcast, euh, on a la malchance par rapport aux États-Unis, c'est qu'on a rarement de lieux fournis gratuitement, donc ça représente un budget quand même assez conséquent. Donc voilà pour les types d'événements auxquels je participe. Ok, du coup, ouais, et alors du coup, oui, s'il y a des Parisiens qui veulent, qui sont intéressés, faut qu'ils se rendent sur le site de Very French Trip, c'est ça? Alors sur le site de Very French Trip, on va avoir les annonces des prochains événements. On essaie de le mettre, mais en tout cas au moins les comptes rendus de ce qui s'est dit. Et sinon, en fait, on a un compte sur meetup.com. Donc il suffit de chercher WordPress Île-de-France et puis on D'accord. a un groupe et là on est plutôt assez actif là-dessus. Ok, bah, je mettrai le lien sous la vidéo Ouais, merci. pour présenter ça. Ok, super. Donc ouais, alors du coup, ça bouge pas mal. Tous les mois, voilà, il y a des événements sur Paris, plus après, voilà, le WordCamp. Donc c'est un petit peu notre grand messe annuelle sur Paris.
Et alors du coup, bah, on va parler un petit peu de ce WordCamp là. Qu'est-ce qu'il y a de prévu cette année? Est-ce que tu peux nous révéler quelques petites choses? Bah, cette année, ce qui est le gros changement, ça va être au niveau de l'organisation, où on a essayé d'étoffer. Donc ça, c'est pareil, on va communiquer prochainement avec l'ouverture du site sur l'équipe organisatrice. Et donc, on a largement étoffé l'équipe organisatrice pour éviter, on va dire, le surmenage de deux, trois qui s'occupaient de ça. Euh, le deuxième changement, qui n'est pas un changement au niveau de l'organisation ou de ce que les gens vont peut-être voir ou constater, c'est plus les problématiques qui ont été soulevées, euh, soit le VP Tech ou le WordCamp Paris, sur un certain écartement philosophique ou fonctionnel entre ce qu'il peut y avoir au niveau des événements aux États-Unis et hors États-Unis en fait. Donc du D'accord. coup, ça a soulevé certaines problématiques au niveau du défraiement des orateurs, par exemple, au niveau de ratios organisateurs locaux ou externes à la ville organisatrice. Enfin, voilà, donc il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées. Je ne suis pas sûr que pour cette édition, euh, on ait les fruits de ces réflexions-là, mais pourquoi pas. Après, on réfléchit sur différentes pistes pour euh, améliorer peut-être segmenter un peu les thématiques et pourquoi pas faire, toujours pareil, si ça rentre dans le budget, de pouvoir avoir plusieurs salles, des tracks en parallèle avec peut-être une partie plus technique, design, et une partie peut-être plus marketing, com ou autre. Euh, donc là, on a missionné un groupe qui va réfléchir sur cette problématique-là et qui va définir un peu le, le ton et les thèmes en fait qui seront sélectionnés quand on fera l'appel à l'orateur pour qu'on Ok, ait envie d'accord. éventuellement d'avoir cette segmentation-là. Ça marche. Ok. Eh ben, on va revenir. Enfin là, on a parlé des événements WordPress, mais là, on va revenir à WordPress plus en détail. Alors du coup, oui, c'est la question que je pose d'habitude en début d'interview, mais alors, comment tu as découvert WordPress? Comment tu es Alors, venu à utiliser WordPress, à le choisir? alors WordPress, en fait, j'ai utilisé plusieurs solutions avant et un peu comme tout le monde, je pense, j'ai Ouais, c'est ça, été, ouais. en fait, la problématique de départ, ça a été, en fait, on va même aller avant WordPress, si je peux me permettre. Et même moi, là-bas, je viens pas du web, encore moins du monde de l'informatique. Je viens de l'ingénierie, bureau d'études en fait, dans le domaine de l'hydraulique. Donc du D'accord. coup, rien à voir avec ça. Et en fait, on avait un problème au départ, euh, c'était dans le début des années 2000, voire même fin des années 90, on va dire, euh, où le mail arrivait à peine dans les entreprises. On avait du mal déjà à communiquer avec l'email, parce que le directeur qui avait une adresse mail. Et donc du coup, moi j'ai eu l'idée de mettre en place les premiers sites internet pour échanger des documents avec nos clients ou nos partenaires, en fait, dans tout le reste de la France. Parce que souvent, pour envoyer un rapport, il fallait soit l'imprimer, envoyer un coursier, ou l'envoyer par la poste, ou se déplacer. Et donc là, l'idée, c'est d'extraire les premières gestions électroniques de documents en ligne sur des espaces sécurisés. Donc là, je me suis dit, bah, tiens, le web, finalement, ça a l'air pas mal. Et donc là, j'ai commencé à chercher des solutions qui pouvaient permettre de faire ça rapidement. Alors, le premier truc, ça a été Dreamweaver, où donc là, finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le plus optimum. Et j'ai commencé à chercher, enfin, j'ai découvert par un collègue en fait qui s'intéressait un peu au monde de l'open source ou autre. Donc j'ai découvert qu'il y avait des solutions qui permettaient de faire ça un peu simplement. Et donc là, bah, j'ai testé toutes les premières parties des années 2000, tous les types de CMS ou solutions qui pouvaient exister. Alors ça va du Joomla, Drupal, un peu de ZPublish, toutes les solutions du moment, .clear, en PHP, en ASP, enfin tous les types de langages. D'accord, ouais. Et, euh, et un jour, j'ai un collègue qui est venu me voir, on était ouais, autour de 2005, et il m'a dit, ouais, j'ai un site qui est sur une plateforme, il me semble que c'était 20 minutes de mémoire, et je voudrais sortir de cette plateforme-là, et je veux devenir indépendant, et je veux avoir mon propre blog, mon propre site.
Et j'étais parti sur d'autres clients parce que finalement, c'est ce que j'utilisais sur d'autres sites. Et je me suis pas mal arraché les cheveux parce que finalement, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Puis je suis tombé sur WordPress. Et je ne veux pas dire que je suis tombé amoureux, mais donc Le coup j'ai de été cœur. séduit par la simplicité en fait. Et je pense que j'ai eu du nez à ce moment-là parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être là-dessus qu'il faut miser. J'ai pas fait de recherche sur le web à savoir si on était sur quelque chose qui allait être populaire ou pas, si on est sur une courbe ascendante en termes de recherche ou autre, mais je sentais qu'il y avait un peu du potentiel. Et en parallèle de ça, à cette époque-là, je travaillais dans une agence web où on maintenait un CMS propriétaire. Et moi, j'étais chef de projet architecte sur ce truc-là. Et c'était super lourdingue parce on perdait un temps fou en recherche et développement. Et je me suis dit, mais en fait, il y a des solutions à côté qui existent. Et ça sert à rien de se prendre la tête à tout réinventer alors que finalement, on va presque tout faire, quoi. Alors, à l'époque, ils faisaient pas tout, c'était un peu Ouais, une ouais. galère. Mais voilà, donc du coup, ça a été mon 2005, voilà, mes premiers sites sur WordPress, mon premier blog, du coup. Et depuis, on va dire, 4-5 ans, j'essaie de me battre pour casser cette image-là, de dire que voilà, c'est pas que du blog. Et donc voilà, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. On communiquera, je pense, prochainement là-dessus. Mais ma volonté, c'est de professionnaliser la com autour de WordPress. Ça marche très bien aux États-Unis. En France, on a du mal à pénétrer le marché de la grosse entreprise. Et donc l'idée, voilà, c'est de montrer que WordPress, ça sert pas qu'à faire du blog. Et quand je vois encore certains sites comme OVH qui proposent des solutions, en fait, ils ont une installation en un clic de certaines solutions. Et WordPress est toujours rangé dans la catégorie blog. Donc je pense qu'il y a un gros travail de com à faire autour de Mhm. Bah, c'est vrai que bah, pour revenir à ce que tu disais un petit peu avant, euh, c'est clair que pour une agence, enfin, développer un truc en interne, c'est sûr que c'est bien, mais après, c'est vrai que ça demande quand même pas mal de boulot au niveau R&D, comme tu disais, et puis d'entretien. Et quand tu as WordPress en open source avec toute une communauté à côté, voilà, personne peut lutter tout seul dans son coin face à ça, quoi. Bah, en plus, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai découvert WordPress avant de découvrir la communauté en fait. Ouais. Et qu'après je me suis rendu compte que finalement il y avait des gens. Bah, déjà il y avait un forum, donc j'étais plutôt actif au début sur le forum. Après ça s'est un peu détaché de ce forum parce que finalement je trouvais ça assez épuisant parce que on se rendait compte qu'on répondait toujours aux mêmes questions et finalement au bout d'un moment, ça m'a un peu épuisé. Euh, et le deuxième élément, enfin, élément un peu déclencheur, c'était le WordCamp Europe. Le fait d'avoir été là-bas, de rencontrer des gens vraiment passionnés et enfin, vraiment fédérés, ça m'a permis de créer ce groupe, donc ce collectif Very French Street, où bah, on s'est dit voilà, il faut vraiment jouer à fond la carte communautaire et puis animer ce réseau-là, promouvoir cet outil-là et puis essayer de participer à certains événements, WordPress ou autres. Mhm. Donc voilà, donc c'est vrai, Euh, moi, la communauté, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des gens. Et puis moi, en fait, j'ai un petit problème au départ, c'est que je trouvais pas ma place dans cette communauté-là parce que moi, je suis chef de projet avant tout. Et donc, je fais du développement parce que je pense qu'un bon chef de projet doit savoir se développer, doit savoir faire un minimum de design ou autre, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec ses équipes, et puis savoir un peu déjà ce qui se fait. Euh, mais du coup, euh, finalement, on était accepté dans la communauté si on développait des plugins et si on faisait des thèmes, quoi. C'est un peu ça. Et non, en fait, non, on peut participer d'une autre façon, quoi. On peut s'investir sur d'autres types bah, ça, de. ouais. Justement, c'est intéressant parce que bah, il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas forcément développeurs et que ce genre d'initiative voilà, peut intéresser. Donc, organiser des événements. Et voilà, donc j'ai retrouvé ce dont je voulais parler. C'est sur le mythe WordPress blog. Mhm. WordPress, c'est un blog. Donc, voilà, ils peuvent justement contribuer à évangéliser un petit peu pour bah, continuer de dire voilà, WordPress, c'était à la base un outil euh, qui servait à faire bah, des blogs. Mais maintenant, voilà, il y a des pages, il y a des custom post apps, il y a des méta, etc. Donc, on peut faire vraiment des sites super variés, super
super voilà, équipés. Il y a des boutiques, des forums avec BBPress, réseau social avec BuddyPress, etc. Et que sais-je encore, quoi. Après, moi, j'ai une autre approche, c'est que je reste pas persuadé que WordPress est la solution à toutes les Ah oui, oui, problématiques. oui. Voilà. C'est pas ce que je disais. Non, Je non, disais non, mais et ça, c'est important de le répéter, c'est que je exactement, ouais. pense qu'il y a un outil approprié à chaque besoin et Tout dépend du que, projet. voilà, et que bon, ben, moi, je développe des sites pour des clients où je les conseille, je les accompagne sur leur choix et que WordPress, c'est pas toujours le bon choix. Voilà. Exactement, oui. D'autant Tout à pour fait faire du d'accord. développement spécifique sur mesure, un truc qui va tourner aux petits oignons, qui va faire vraiment ce qu'on demande. Et en termes de performance et autres, on sera quand même bien au-delà de ce que pourrait proposer WordPress, même si on peut tout faire avec. Voilà, mais sans, on remplace le mot WordPress par du Drupal ou autre, on aura les mêmes problématiques. Donc voilà, donc on va parler de performance, on va parler de qualité de code, de manière de développer et autres. Donc, pour faire de la boutique ou commerce, c'est très bien. Pour faire de la boutique haut de gamme, enfin un truc assez poussé, c'est peut-être pas forcément ce choix-là que je fais. Alors je vais peut-être me fâcher avec Rémi, mais et, même si je suis d'accord avec le fait qu'on peut tout faire avec et que ça reste du PHP et du développement et que dans tous les cas on pourra soit développer un plugin, soit en utiliser un existant, mais des fois on peut très bien partir sur du Magento ou sur d'autres solutions. C'est clair, voilà, c'est pas parce qu'on peut faire beaucoup de choses et donc presque tout avec WordPress qu'il faut justement l'utiliser pour tout, parce que voilà, chaque projet a ses spécificités. Et faut pas être un intégriste de WordPress non plus, dire voilà, ça marche pour tout, faut le prendre tout le temps, quoi. Voilà, d'où l'idée avec notre podcast, là, c'est qu'on voulait aller s'ouvrir un peu à d'autres communautés. Euh, Ne serait-ce que bah, juste échanger sur des modèles philosophiques différents, des approches techniques différentes, et puis de voir un peu ce que font les autres et ne pas être resté sectaire et vraiment centré sur nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Puis ça permet justement de s'enrichir d'autres philosophies, d'autres méthodes de travail, etc. Voilà. Et sans être dans une approche à vouloir convertir les gens absolument. Oui, oui, voilà, exactement, ouais. Ok. Alors du coup, donc à côté de ça, tu es en indépendant, c'est ça? Oui. Tu es en freelance et du coup, ouais, tu fais des sites WordPress pour, bah, voilà, pour des clients. Et tu bosses pour qui en particulier? Pour des grosses boîtes, des PME? Enfin, quels sont tes types de clients? Alors moi, les clients, ça va. J'ai des clients majoritairement français, Mhm. mais ça va aussi en Amérique du Sud ou en Thaïlande ou au Japon. Moi, j'interviens sur. Au départ, surtout, c'était mon idée, c'était de pouvoir offrir mes services à des gens qui pouvaient pas forcément se le permettre. Et j'avais un peu à l'époque la même approche que Olivier de J'ai décidé, Olivier où Gobet, ouais. voilà, de dire qu'on pouvait fournir un site pour moins de 2 000 € à des particuliers, des associations ou autres. Et que donc moi l'idée c'était de permettre à des petites structures d'être présents sur le net. Mais ça fait pas forcément bien vivre tout le temps. Et à un moment donné, on a aussi besoin d'avoir quelques grosses références. Et ne serait-ce que juste du point de vue purement de l'excitation de projet, c'est que finalement on se rend compte qu'on fait un peu toujours les mêmes types de projets et que faire du site vitrine pour des petites structures ou des coachs, à une époque j'ai eu pas mal de coachs comme clients, Mhm. finalement on fait vite le tour et on s'ennuie un peu, quoi. Et donc du coup, bah, donc, répondre à ta question du type de client, bah, en fait ça va maintenant de plus en plus vers des gros sites avec quelques gros clients francophones ou européens, en fait. D'accord, ouais. Donc, ce que tu recherchais un peu là, c'était un petit peu des challenges technologiques, quoi. Un petit peu. Voilà. Alors du coup, ça lève d'autres problèmes, c'est qu'on se rend compte qu'à un moment donné, on n'a pas forcément toutes les compétences pour aller au bout du projet. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on arrive à la limite du fonctionnement freelance, où finalement on va plus s'approcher d'un mode agence, ou en tout cas travail collaboratif entre freelance, parce que voilà, il faut répondre à une problématique projet avec une approche design
spécifique. On va sortir du thème acheté, on va faire du développement spécifique de design, du développement spécifique de plugin, on va faire et donc là, voilà, il y a d'autres problématiques qui arrivent et d'autres solutions à trouver. Enfin, Mm. Bah, c'est sûr qu'avec enfin, quand tu commences à développer enfin, faire le thème de A à Z, faire des plugins à côté sur mesure pour le projet, on sort tout de suite du cadre du site à 1500, 2000 euros, quoi. oui, puis du coup, tu vas taper sur des plus gros budgets, donc des plus gros clients. Donc si tu as du budget, du coup, tu peux commencer à te faire plaisir sur du thème, hein. Par exemple, dire, voilà, développer des thèmes et puis faire vraiment du créatif, quoi. Parce que finalement, quoi, acheter des thèmes sur des places de marché, euh, malgré tout ce qu'on peut entendre, la plupart des thèmes se ressemblent quand même assez. Enfin, ils se ressemblent tous, quoi. On a quand même un peu les mêmes structures. Au niveau des designs, quand même, il y a les mêmes approches, les mêmes choix graphiques qui sont faits, de flat design ou autre. Et donc, du coup, je pense qu'on a perdu euh, ce côté créatif. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est normal parce que c'est une question de budget. Mais je pense que enfin, le fonctionnement agent, c'est quand même super bien parce que finalement, on peut lever des grands comptes, on peut lever des gros budgets et on peut se faire plaisir et puis se permettre d'avoir un DA qui va se lâcher. Mhm. Ouais, c'est clair. Alors après, au niveau de ce qu'on retrouve bah, sur des plateformes comme ThemeForest, enfin, c'est la plus connue, hein, on peut parler de celle-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais après, moi je pense que ça vient du fait que, bon, en fait, il y a un auteur qui trouve un filon, et après il y a tout un tas de suiveurs qui essayent de se faufiler là-dedans pour voilà, essayer d'avoir une part du gâteau dans ce domaine-là, et puis après, voilà, ça redevient un plat, et puis après, voilà, il y a un autre gars qui innove dans le truc, et ça repart comme ça, quoi. Ouais. Bon, après, Un ce peu. thème-là, tu l'as déjà abordé précédemment, mais le- on se retrouve quand même avec des thèmes sur ces plateformes-là qui marchent super bien. Et puis dès que tu commences un peu à lever le capot, tu t'arraches les cheveux, quoi, parce que Ouais, bah, ouais. Je disais justement ouais, que ça m'était arrivé. Enfin, j'avais acheté un ou deux thèmes sur ThemeForest et des fois, enfin, c'est pas possible de comprendre comment le mec a fait pour afficher un truc tout simple, tu vois. Donc, voilà. Et puis pour prendre un peu le parallèle avec ma présentation au dernier WordCamp, c'est que moi, je fais des sites avec des thèmes hmm. achetés. Attends, je te coupe 2 secondes juste pour info pour ceux qui ne savent pas. Thierry a fait une présentation ouais, donc au WordCamp, au dernier WordCamp, donc le 2014, c'est ça, Ouais, sur le coût d'un site WordPress. voilà. Donc, l'idée, Voilà. c'était de présenter les moyens de chiffrer un site, quelles étaient en tout cas la technique que moi j'utilisais, la méthode. Donc du coup, moi, je fais des sites aussi quand même avec des thèmes achetés. Euh, mais la grosse différence qu'il y a avec un thème acheté et un thème qu'on va construire, c'est que dans le premier cas, c'est le thème qui va fixer le cahier des charges. Euh, Exactement. et pour la plupart des clients, ça suffit largement. Par exemple, une chambre d'hôte, une petite PME ou une association, bon, ça suffit bien. Mais dès qu'on va partir sur des projets plus complexes, là, moi, j'ai mis en place dernièrement une plateforme collaborative pour faire de l'échange d'offres de stage, demandes de stage pour les étudiants. Euh, il y a des thèmes qui font ça très bien, où on a un moteur de recherche qui utilise l'extension Jobify qui permet de gérer des offres d'emploi. Donc on peut dire finalement une offre d'emploi, un stage, c'est un peu la même chose. Mais en fait, le thème et les extensions sont faits par exemple, pour reprendre le parallèle de ce projet-là, ça a été fait pour faire des demandes en fait. Enfin des offres plutôt, des offres. C'est-à-dire Mhm. que les entreprises proposaient des postes et les gens pouvaient y répondre. Et puis finalement, il y a donc qu'on appelle ça un emploi ou un stage, finalement c'est juste des termes à changer. Mais le client après il a dit, mais moi je veux faire l'inverse, c'est que je veux que les étudiants puissent aussi faire des demandes de leur côté en fait. Et puis finalement, ben là on se rend compte que le plugin ne peut pas me fonctionner comme ça, parce qu'il dit il est fait pour fonctionner que dans un sens. Ah, Et, c'est clair, ouais. ce système off-demande, du coup, ça ne peut pas marcher. Et va expliquer au client que finalement, tout ce qui a été fait, choisi depuis le départ, c'est pas bon, il faut tout reprendre, quoi. Mhm.
Donc du coup, voilà, le choix, thème, acheter, plugin, même déjà un peu tout fait, ben, ça va très vite, c'est limite. D'où l'intérêt de justement bien définir le cahier des charges avant de se lancer dans un projet, quoi. Ben, il y a bien il y a le cahier des charges. Après, enfin, comme dans tout projet, il y a des moments où il y a des nouveaux besoins qui émergent au fur et à mesure de la vie du projet. Euh, et puis quand le client finalement il voit un écran avec un formulaire et puis il dit bah tiens ben, on pourrait pas faire la même chose pour un autre cas de figure. Finalement, quand ton outil, ton site il est bien fait, ça paraît super simple parce que tu vois, pour le client ça reste un écran quoi. Oui, Euh, voilà, mais il se doute pas de toute la mécanique qu'il y a derrière. et en fait, tu vas dire, mais non, c'est pas possible. Et alors, il va dire, mais non, mais c'est juste un formulaire, il y a juste à changer les noms et puis c'est bon. Mais non, non, ça fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est toute la problématique de dire, voilà, définir, donc pour reprendre la présentation que j'avais faite, c'est de dire, voilà, en amont, il faut quand même bien définir le besoin, essayer d'anticiper au maximum ce que pourrait être le site, déjà dans la vie de la mise en place du site, mais aussi dans les 6 mois, un an, 2 ans du- de la vie du site parce que on peut remettre en cause énormément de choses en fait. Et ça impacte le coût du site au départ, mais ça impacte aussi le coût du site tout au long de sa vie. C'est clair, ouais, parce que donc c'est vrai que si tu pars sur un thème bah, que tu achètes sur une boutique, après, oui, voilà, comme tu disais, tu dépends de ce thème. Ou alors après, il faut encore mettre les mains dans le cambouis, donc c'est du temps et forcément de Ouais. l'argent pour le client, quoi. Puis sans parler du fait que les thèmes sont faits pour être vendus au plus grand nombre. Et donc, du Voilà. coup, on se retrouve avec des usines à gaz qui vont faire du WooCommerce, du BBPress, du BuddyPress, tout ce que tu veux qui finit en presse, en fait, ça va le faire. Et au final, ça fait rien comme il faut, quoi. Euh, Mhm. donc, toi qui pars sur ce business-là du thème, je pense qu'il faut à un moment donné essayer de réfléchir à la bonne approche, en fait. Et je pense que c'est la- on y avait réfléchi à l'occasion de nos meet-up là-dessus, et je pense que l'approche à tiroir est plutôt une bonne solution, c'est-à-dire d'avoir un peu un thème de base. Euh, alors soit d'avoir un thème par an et puis après avoir des déclinaisons, un peu comme on peut l'avoir sur Genesis par exemple. En fait, on va avec des shy thèmes avoir des designs différents. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir un thème, si je prends étendard là, qui est le thème que tu as utilisé, Mhm. d'avoir des systèmes d'add-on en fait sur le thème qui va pouvoir dire ben voilà finalement au départ ça permet de faire juste mettons, un blog et puis après ben, en activant désactivant certaines fonctionnalités ben, on va pouvoir ajouter du CMS, du WooCommerce ou autre. Mais sans avoir toute l'artillerie par exemple des CSS qui sont chargés pour tous les cas de figure qui vont alourdir le site pour rien. Mhm. Bah, l'idée en fait sur laquelle on est parti avec Thème de France, c'est que voilà, c'est un peu sur ce que tu disais, c'est que on a un thème de base, on part pas forcément dans c'est du thème forest avec enfin genre le thème Avada par exemple, qui a 50 000 trucs. Quand tu regardes les scripts dans le head et dans le footer, t'hallucines. C'est vraiment d'essayer de partir sur quelque chose de simple et après voilà effectivement des choses qui se pluguent. Donc après voilà pour WooCommerce. On l'a pas encore intégré, BBPress non plus, mais ça va venir. Mais après, il y a toujours moyen de tester la présence de BBPress pour charger ou non les styles. Mm. Et après, c'est vrai que ça fait plusieurs feuilles de style différentes. Après, tout Oui, puis n'est pas après, dans tu la peux avoir des même. systèmes pour compiler en fait les CSS à la volée et puis faire de la. C'est une autre possibilité, ouais. On peut très bien avoir des compilateurs LESS ou SAS. Enfin voilà, il y a des solutions techniques. Euh, Mhm. le truc là, c'est que souvent sur ces plateformes-là, tu vas avoir des purs designers, des mecs qui vont te faire des trucs super sexy, mais qui sont pas forcément encadrés avec des bons développeurs. Et voilà, c'est plus sans parler des frameworks derrière euh, d'options ou autres, chacun développe le sien. Enfin bon, ça devient vraiment l'usine à gaz. Mhm. Bah après, voilà, nous, notre idée, c'est vraiment d'essayer de simplifier le truc au maximum. Parce que voilà, après, quand on dit thème blindé d'options, bah voilà, c'est confusion pour l'utilisateur. Donc voilà, ce qu'on a essayé nous, c'est d'essayer de faire quelque chose de simple et après de mettre des filtres, tu vois, pour que les gens puissent modifier ça avec un thème enfant, tu vois, assez simplement, quoi. Voilà quoi. Mais donc c'est vrai qu'après, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de débats là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'essayer de se démarquer du fourre-tout
qui se vend bien sur ThemeForest, quoi. Qui se Oui, vend bien, mais qui s'utilise pas forcément bien. et puis surtout, c'est qu'après, tu arrives sur des. Moi, j'ai eu des échanges là dernièrement sur Twitter, sur Facebook, là, on se retrouve en fait avec des dérives où il y a des gens qui vont te proposer des sites pour moins de 100 euros, quoi. Oui, bah, j'étais tombé aussi sur ce site, je l'ai vu. J'ai pas Voilà. participé au débat parce que je me suis dit que c'était peine perdue. Enfin, ça va. Non, mais l'idée, c'était pas Généralement, c'est des que petits ce soit jeunes pas qui. voilà, donc pour reprendre la petite histoire, c'est un gamin de 16 ans qui s'est mis en auto-entrepreneur et qui a décidé de faire des sites web. Et pour lui, voilà, il vendait des sites à 99 euros. Alors c'est vrai que on va acheter un thème de 25 euros sur ThemeForest. On y passe 2-3 heures le soir pour l'installer, paramétrer et tout ça, et puis finalement ça suffit. Euh, donc du coup, toutes ces plateformes-là, finalement, elles ont quand même une tendance à, à proposer des thèmes avec plein d'options. L'acheteur, en fait, paye un thème, donc moins de 30 euros, l'installe, il y a plein d'options qui permettent de paramétrer, de mettre le logo, changer les couleurs, les typos, enfin tout ce que tu veux. Mhm. Et finalement, il y a une simplicité en fait apparente d'utilisation et ça fait émerger des gens qui sont loin d'être des concurrents. Enfin, c'est pas ça. Et je trouve que finalement, ça tend à on essaye de faire sortir le WordPress de l'image blog en disant voilà, c'est un CMS, on peut faire des trucs vraiment poussés avec. Puis finalement, de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui vont dire oh, mais non, mais ça vaut pas plus de 100 euros quoi. Mhm. 100 euros, enfin, tu gagnes pas ta vie avec ça quoi. Donc, Bah, c'est clair, hein. donc voilà, il y a quand même, je pense que ces plateformes-là ont créé quand même des troubles dans, dans l'inconscient des gens et finalement on a plus ces repères de dire voilà ben, combien ça coûte, quoi. Voilà. Moi j'ai des gens qui m'appellent en me disant voilà combien ça coûte de faire un site WordPress. Quand je fais de Parlez-moi de votre l'automatisation. projet et puis après voilà, on en discutera, quoi. Ouais, donc du coup ouais, c'est voilà et comme ça, enfin des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'il y a une réputation, voilà, fais un site, monte un WordPress, etc. Mais bon, d'accord, on peut acheter un thème, etc. Mais après, il y a quand même du boulot derrière, comprendre comment toute la mécanique fonctionne, etc. Comment fonctionne le thème. Après, si c'est en anglais, ça peut rajouter encore une difficulté pour certains. Euh, c'est quand même du boulot, quoi. Il y a des choses à savoir. Après, Ouais, c'est pour ça que je me suis aussi un peu pas que tu fâché cherches. avec les web marketeurs qui disaient que voilà, WordPress ça s'installe en 5 minutes, ce qui est vrai, hein, même moins. En 2 minutes, on a installé un WordPress. Mais finalement, voilà, on peut monter un blog, commencer à gagner de la thune dans le premier mois, quoi. Enfin, genre, non, enfin, il y a la partie purement technique, mettre en place le site, mais après, il y a une approche aussi marketing, il y a une approche euh, référencement, il y a une approche choix éditorial, il y a une approche, enfin, il y a plus, voilà, c'est pas que de la technique. C'est sûr Mhm. qu'acheter un thème, mettre un WordPress et un thème acheté, oui, en 20 minutes, c'est torché, quoi. Mais non, c'est Mais pas que c'est ça. pas tout, quoi. Pour un projet web, c'est pas que ça, quoi. Mhm. Ok, ok. Bon, bah, je pense que là, on a fait un petit peu le tour du sujet. Et du coup, bah ouais, un truc dont on va parler, c'est bah, justement de la vie de freelance. Qu'est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, voilà, bon, bien sûr, qui ne veulent pas faire des sites à 100 euros, mais ceux qui veulent vraiment se lancer, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors, je sais pas, moi, en outils ou en méthode de travail. Bah, la première chose à faire, j'allais dire, bah, venez à nos meet-up, à nos barcamps. Ça, vous pourrez échanger directement avec des professionnels et puis on va avoir des échanges qui sont très enrichissants, en fait. Après, on va dire ce qu'il faut, c'est trouver sa place dans cet écosystème-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je vais me différenciant par rapport aux autres. Voilà. Donc du coup, voilà, il faut trouver ça soit par rapport à la niche qu'on va viser, par exemple un secteur professionnel ou secteur géographique ou un outil, enfin, peu importe. Il y a des gens qui vont se spécialiser sur du e-commerce, d'autres sur du BuddyPress ou autre.
Voilà, il faut trouver déjà, quand on veut se lancer, c'est de trouver un peu, parce qu'on a vite fait de s'éparpiller, quoi. Et en fait, au final, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire, on n'est pas bon partout. Quand je disais tout à l'heure, le parallèle entre un freelance et une agence, c'est qu'on ne peut pas avoir la même puissance et avoir tout seul et avoir tout faire, finalement, on finit par se démoraliser parce qu'on arrive à des projets où j'ai un copain qui essaie de se lancer aussi, mais même des gens qui me demandaient des formations euh, ça arrive souvent que dans les agences de com, finalement c'est des clients qui arrivent en disant je veux du WordPress, donc c'est même plus eux qui proposent les solutions. Donc du coup, Hmm. il s'est dit bon, il faut absolument qu'on y passe parce que sinon on va plus avoir de clients et qui veulent être formés à faire du WordPress en 3 jours. Mais c'est pas ça quoi. Enfin, WordPress avant tout c'est du PHP, du MySQL, HTML, CSS, JavaScript. Voilà. Donc C'est clair, ouais. je sais plus si c'est Rémi qui en parlait la dernière fois, mais voilà, il y a 5 langues à parler, quoi. Enfin, euh, donc déjà, voilà, se lancer, il faut se dire que c'est, à moins d'avoir une approche un peu comme la Olivier, en disant finalement, je fais qu'un fonctionnement Lego, où je Oui, propose qui se des sert des éléments, briques existantes et qui les voilà, a. et qui les emboîte pour essayer de répondre à un besoin. Euh, ça marche très bien, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans une configuration de client, euh, où le choix est pas trop exotique en fait. C'est-à-dire que les besoins ne sont pas trop exotiques. Et avec les plugins qu'on va trouver, on va réussir à répondre aux besoins. Mais après, il faut pouvoir arriver à un moment donné et dire, bah voilà, moi, je peux répondre qu'à 70% de votre besoin. Parce que le mode Lego, c'est ça, il faut être conscient de ça, c'est qu'on ne répond pas à 100% des besoins. Mais c'est clair qu'il y a des limites, hein. Les outils sont pas, enfin, c'est des outils par défaut qui sont génériques, donc tu peux pas les adapter à un projet particulier, quoi. Alors après, quand on est dans un secteur niché, on peut dire, voilà, on va passer énormément de temps au départ à trouver les bonnes extensions, les bons thèmes, etc. On va faire un, 2, 3, 5, 10 sites, et puis après le 15e, finalement, bah, c'est bon, on a déjà notre bibliothèque un peu de plugins qu'on utilise tout le temps, et puis c'est assez simple. Mais quand on est sur un secteur où finalement on a des profils de clients différents, on perd un temps fou à trouver le bon plugin, quoi. Il en sort un nouveau toutes les heures, euh, voilà, on peut pas avoir le temps de tout tester, de trouver des nouveaux clients, de répondre aux projets, d'avoir une vie de famille à côté. Enfin, voilà, Oui, on a que 24 heures par jour, hein, de toute façon, on est voilà. ouais, Donc du coup, ouais, c'est une vraie problématique. Et puis freelance, ça suppose aussi d'être chez soi, dans 90% des cas. Et donc du coup, ça suppose aussi d'avoir une philosophie de vie, une rigueur en fait, pour réussir à travailler et à être productif en fait. ouais, c'est Euh, clair. Donc du coup, tu me demandais si j'avais des outils. Moi, l'outil que j'utilise tout le temps, c'est ma to-do list. Donc, je- Alors, quel outil de to-do list tu utilises? C'est en papier ou en... j'ai une solution logicielle, donc ça s'appelle To-do List, et puis l'éditeur, je sais même plus du coup, j'espère avoir dans la tête que c'est pas ça, c'est Spar Abstract Studio. Ok, connais pas. Bah, tu pourras m'envoyer le lien comme ça, je Ouais. pourrais partager ça en dessous. Et c'est un outil que j'utilise en fait depuis une dizaine d'années, ou peut-être un peu moins. Qui était assez primitif en fait au départ, qui permettait de faire une liste de tâches, comme on peut l'avoir, même Google propose ça de base pour ses solutions. Et puis là, en fait, finalement, ils ont ajouté différentes possibilités qui permettent donc, de lister des tâches, de les regrouper dans des dossiers, donc, par exemple pour des clients ou autres, Mhm. euh, et après d'avoir des dates, par exemple, de dire, ben voilà, cette tâche-là, elle doit absolument commencer à cette date-là, voire même un eurodatage avec une heure précise aussi. Et puis il y a une date de fin et une heure de fin. Ok, Euh, donc, et je peux aussi avoir des affectations. C'est-à-dire que je peux dire, si je travaille avec plusieurs personnes, je peux dire, bah, cette tâche-là, elle affecte à telle personne ou à telle autre. d'accord, ouais. On peut avoir des dépendances entre les tâches. Et puis, du coup, en fait, ça permet d'avoir derrière, quand on est dans une approche gestion de projet, des diagrammes de Gantt, par exemple, Oui, c'est ce que j'allais dire justement, ouais. donc d'avoir un calendrier avec disons, bah ouais, le matin je me lève et puis j'ai tout de suite ma liste des tâches pour la journée ou pour la semaine. Et puis sur mon diagramme de Gantt ou mon burn down chart en fait qui va me donner la courbe en fait des tâches réalisées ou qui restent à faire, bah, je vais pouvoir psychologiquement voir que mon travail avance parce que bah, les tâches s'éliminent au fur et à mesure. Et c'est toujours plus motivant de voir un graphique avec le nombre de tâches qui diminue qu'un graphique avec le nombre de tâches qui augmente parce qu'on dit mais finalement
Oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que t'en rajoutes, quoi, ça Ça s'empile. voilà. Et puis, moi, j'ai beaucoup lu d'articles sur le sujet. Psychologiquement, en fait, il faut que c'est quand on travaille en freelance, c'est vachement important. C'est que il faut avoir, je pense, puis de tout ce que j'ai lu, apparemment, c'est la bonne méthode, une représentation graphique, alors soit sous forme de liste de graphiques ou autre, de tout ce qu'on a à faire. Parce que chaque fois qu'on va rayer une tâche, ben, dans sa tête, on va dire waouh, ça y est, j'ai déjà fait un truc. Et en termes de gestion de stress, c'est quand même beaucoup plus performant parce que finalement, ben, on est souvent isolé. Et donc, du coup, ben, c'est difficile d'évacuer ce stress-là qu'on accumule. Parce que ben, les projets, des fois, ben, ça traîne, hein, ça arrive. Hein, il y a des projets, on a du mal à les sortir. Il faut répondre au téléphone, aux mails, aux sollicitations. Enfin, il y a Faire plusieurs la compta. faire la compta, voilà, faire les devis, faire les factures, faire ses déclarations diverses et variées, enfin voilà. Et donc du coup, voilà, ben, on liste tout, puis on élimine au fur et à mesure. Et quand on a fini sa journée, on dit plutôt de voir le paquet, le verre à moitié plein ou à moitié vide, on dit voilà, finalement j'ai éliminé tout ça, j'ai fait tout ça. Plutôt que de Mhm. voir j'en ai encore 150 à faire, on dit voilà, finalement j'en ai éliminé 15 aujourd'hui. Et Ouais. ça c'est super motivant. Moi, la petite méthode que j'utilise, c'est que bah, j'utilise beaucoup mon calendrier Google. Et c'est qu'à chaque fois que je fais une tâche, enfin, ou en fin de journée, je fais un petit récap des tâches que j'ai faites. Et du coup, j'ai un calendrier qui s'appelle Ça c'est fait. Mhm. Et du coup, j'ai une couleur, une petite couleur. Et du coup, après, comme ça, je peux voir justement sur la semaine, sur le mois, tout ce que j'ai fait chaque jour. Et ça permet de justement visualiser ce qui a été fait. Parce que c'est vrai qu'une fois c'est fait, c'est fait. Et du coup, on voit toujours ce qu'il y a, ce qui vient en fait. Du coup, Mhm. enfin, on a toujours une montagne de choses à faire, mais on voit beaucoup moins ce qui a été fait. Donc, cette petite méthode, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, quoi. En Voilà, tout donc par cas, exemple, moi l'outil que j'utilise, après c'est vrai qu'il y a chacun a un peu ses méthodes, mais voilà, moi c'est l'outil que j'utilise le plus. Et après j'ai des outils maison en fait de monitoring en fait, de savoir un peu où j'en suis de mes devis, de mes factures, est-ce que je suis en retard ou pas, est-ce que j'atteins mon prévisionnel ou pas, est-ce que voilà, ça, c'est important aussi de savoir bah, au mois, au trimestre, un peu savoir où on en est, quoi. Et mhm, savoir, je pense que c'est important de se donner des objectifs aussi, euh, des objectifs un peu à la hausse, d'être un peu optimiste et prétentieux. Ben voilà, je veux atteindre soit un certain nombre de sites ou un certain nombre de clients, un certain nombre de chiffres d'affaires, et puis d'avoir des outils pour savoir un peu où on en est. Donc on peut faire ça même avec Excel. Hein, c'est pas, mhm. et puis même pour faire du développement, moi j'utilise beaucoup Excel aussi pour, pour faire du développement, pour faire du traitement de données, tout ça, il y a plusieurs D'accord, outils ouais. assez puissants. Mais voilà, ça c'est intéressant de pouvoir monitorer un peu, de savoir un peu où on en est. Je trouve qu'on néglige tout le temps ça, parce qu'être freelance, comme on le disait tout à l'heure, c'est avoir plusieurs casquettes et la Exact. compta, il y a le marketing aussi, parce qu'il faut faire aussi un peu sa promo, sa com. Voilà, enfin, il y a plusieurs. Ouais, c'est clair que bah voilà, on a généralement ouais, trois casquettes quoi. C'est la casquette du patron, du manager et du ouvrier quoi. Donc Voilà. Et tout ça hmm. dans 24 heures. Ok. Alors du coup, une petite question pour finir. Bah, toujours au niveau de ta vie de freelance, comment tu arrives à gérer le pro et le perso? T'es rodé maintenant ou alors au début, est-ce que tu avais des difficultés? Comment ça s'est passé? Je sais pas si on est vraiment rodé à ça, mais la- j'en parlais encore hier avec un copain, c'est que parce que en fait, c'est important, c'est d'échanger entre freelance. Je pense que c'est important, soit d'avoir un lieu, un espace de coworking ou autre, où on peut. En fait, je fais toujours le parallèle un peu avec les nounous qui gardent les enfants quand on est à la maison à garder trois quatre gosses. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se retrouver avec d'autres gens qui ont les mêmes problématiques et puis échanger, quoi, sortir de ce milieu-là. Et finalement, qu'on soit nounou, garde d'enfants ou freelance dans le web, on a un peu la même problématique qui est l'isolement un peu. Donc, bah, du coup, ça peut être des confs Skype, ça peut être de se voir à l'occasion de rencontres physiques ou dans des espaces de coworking ou autre. Donc voilà, c'est d'échanger, d'avoir une sociabilisation en fait
de son activité parce que on est vite ours, quoi. Et pour peu qu'on soit développeur pur, on a déjà tendance, sans vouloir faire de caricature, mais souvent à être un peu ours, à bouffer de la ligne de code. Et bah, si on est vraiment freelance dev, on peut vite virer homme des cavernes. Ouais. Après, pour le mélange pro-perso, bah, forcément, quand on a toutes les casquettes, bah, à un moment donné, c'est compliqué à gérer, quoi. Donc, le gros avantage, c'est qu'on peut gérer son temps comme on veut. C'est que moi, je peux avoir Mhm. le luxe d'amener mes enfants à l'école et aller les chercher le soir. Euh, Par contre, je vais pas aller les chercher le midi pour leur préparer le repas, quoi, parce que si je commence à faire ça, enfin voilà, tu t'as vite fait de perdre 2 heures. Voilà. Donc, puis il y en a qui vont me dire, mais finalement, tu es à la maison, tu as le temps de faire une machine à laver ou un truc. Euh, mais non, enfin voilà, donc il faut, je pense, à un moment donné, avoir une rigueur, dire voilà, ben, le matin, je me lève, je me lave, je m'habille. Après, j'ai un bureau ou pas chez moi pour travailler, mais d'avoir. Je discutais avec Benjamin la dernière fois, Lupul, et qui me disait que lui, à un moment donné, il avait presque besoin d'avoir sa dose de monoxyde de carbone avant de commencer à travailler ou sa dose de métro parce que voilà, c'était psychologiquement ce qu'il faisait, la séparation entre le perso et le privé et le pro, quoi. Et, D'accord, et ouais. Original. même en étant chez soi, je pense qu'on peut avoir des rituels qui fassent qu'à un moment donné, ben voilà, je suis dans la configuration pro maintenant. Voilà. Ça, voilà, c'est Bah, ne serait-ce qu'avoir une pièce qui est dédiée déjà au boulot. voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Enfin, je suis dans mon bureau là, du coup, enfin, c'est ma pièce, quoi, tu vois. Et Ton quand je suis bordel, dedans, voilà, je travaille. De quoi? ton bordel, c'est tout ton truc. Exactement, ouais. Tu vois, c'est pour ça que j'ai bien cadré pour pas qu'on voie le bordel autour. Mais voilà, ça c'est important ouais, d'avoir ouais, de pouvoir faire la séparation et puis notre train, du coup j'ai zappé, mais voilà, donc c'est Mm. à réussir à faire des séparations entre le pro et le perso. Après forcément, des fois tu es à la bourre le soir, ben, jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures du mat, ben, tu vas bosser. Voilà, moi j'ai eu une période où je bossais vraiment beaucoup, mais Ouais. beaucoup. Les vacances, j'étais avec mon PC au bord de la piscine, ben, tu vois, enfin, c'était des trucs un peu. Euh, et puis, je suis revenu de ça, et puis je me dis finalement, je préfère faire moins et mieux que vouloir tout faire d'un coup. Et finalement, je ne vais pas dire que tu perds ton âme, mais tu t'y perds un peu, quoi. Tu Oui, c'est gères. clair parce que tu bosses pour, bah voilà, parce que enfin, tu aimes bien faire ce que tu fais, mais tu bosses aussi pour avoir de l'argent. Mais après, si tu peux plus, enfin, si tu peux pas en profiter justement de cet argent, c'est Voilà, un et peu alors le du coup, des fois, truc qui prend la queue. des fois c'est purement une question de méthode, en fait. Euh, Moi, j'ai pris un principe, c'est que j'ai des créneaux horaires où un principe qui n'est pas toujours respecté, mais j'essaie de m'y tenir, mais où il n'y a pas de mail, pas de téléphone, il n'y a rien. Voilà. Pendant 1 heure ou deux, je suis en autiste dans mon coin et puis finalement, bah, les gens qui veulent vraiment t'appeler, bah, ils vont te laisser un message. Voilà, donc et ça, finalement, ça change beaucoup de choses parce que pendant 1 heure ou deux, bah, tu es dans ta bulle et tu es beaucoup plus productif. Parce que dès que tu as un coup de téléphone, ça va durer 5 ou 10 minutes, mais tu as perdu 1 heure. Mhm. Parce que tu étais dans une tâche, tu es coupé dans ta tâche, tu es rentré dans une autre problématique de ta conversation, toi tu vas peut-être faire un petit compte rendu vite fait de ta conversation, de ce que tu as eu, Mhm. puis bah, voilà, tu as perdu 1 heure. Quoi. Et ça, quand tu es freelance, bah, c'est vraiment, ça te tue ta Ouais, journée, c'est vrai quoi. que ça va vite, ouais. Parce qu'après, le temps de se remettre dans son truc, et voilà, c'est vrai que tu dis, comme tu dis, tu perds 1 heure. Donc Ok, voilà, donc tu as bah le c'était. téléphone, tu as les emails, tu as le Twitter, tu as le Facebook, tous ces trucs-là, où, alors, c'est pour ça que je dis que c'est pas toujours évident de tout lâcher, mais et, voilà, Ouais, ouais, c'est vrai, bah, c'est vrai qu'Internet amène une instantanéité dans nos rapports, et après, c'est vrai bah, quand on bosse, on a besoin de calme, on a besoin de pas être dérangé, et là, c'est vrai que ça rentre un petit peu en contradiction, quoi. En tout cas, ouais, c'était bien sympa d'avoir ton retour là-dessus. Juste avant de conclure, je voulais que tu nous montres ton t-shirt parce que je l'ai aperçu tout à l'heure et je le trouvais vachement sympa. Voilà. voilà. Donc, je sais pas si ça peut peut-être en intéresser certains. Je sais pas où tu l'as eu. Ah, je dévoile pas tout, attention. Ah, d'accord. Tu l'as peut-être eu au WordCamp, non? Non, c'est automatique, tu me l'as envoyé.
Ah, d'accord, ok. Ça marche. Et ben en tout cas, oui, merci d'avoir suivi cet épisode. C'était sympa. Et merci pour Si vous... l'accueil et puis pour l'invitation. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Donc, si vous voulez voir justement les informations dont on a parlé tout à l'heure, donc tous les liens, vous les retrouverez en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas sur le site, vous les retrouverez à passons à table /9, justement pour le neuvième épisode. Aussi, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes, si ça vous plaît, bien sûr. Et puis, toujours si ça vous plaît, bah, partagez ça sur Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Envoyez un pigeon voyageur pour en parler. Pas de souci. Moi, ça, si, voilà, le but, c'est que les gens partagent pour, enfin, si ça leur plaît. Là, je m'embrouille un peu, peut-être parce que j'ai faim, il est midi. Mais, en tout cas, salut Thierry. Et Salut, et puis, bah, rendez-vous au prochain épisode. ouais, puis n'hésitez pas à venir nous voir en chair et en os, en mort pas. Ça marche, ouais. Donc, n'oubliez pas aussi les meet-up à Paris. Voilà, ou ailleurs, il y en a aussi à Toulouse, Montpellier, Nantes, Bordeaux, enfin, un peu partout, j'en oublie sûrement, mais aller rencontrer des gens chez toi, c'est toujours sympa. Ok, ça marche. Allez, et bien salut. Ciao. Ciao.